Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau et dernier podcast. Ce sera le dernier de cette saison. Et qui de mieux pour le clôturer que notre recteur, qui a déjà eu l'occasion d'intervenir ici à 2 reprises, mais il est là tout simplement pour la clôture, parce que voilà, c'est lui qui a ouvert cette nouvelle saison et c'est lui, nous l'avons pensé, ce serait logique que ce soit également lui qui la clôture. Alors, cher monsieur le recteur Louis Lourme, bienvenue à vous, bonjour, merci d'avoir accepté de nouveau cette invitation. Merci beaucoup pour cette invitation qui me fait très plaisir en effet pour cette troisième expérience. Alors, comme je le disais, nous l'avons déjà dit, nous vous avons présenté en octobre dernier. C'était votre première année en tant que recteur des facultés Loyola Paris. Et la première question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que retenez-vous en fait de cette première année à la tête de cet institut? Quels auront été pour vous les moments les plus marquants? Je crois que ce qui m'a le plus frappé au moment de cette année qui se termine, ce qui m'a le plus frappé, c'est probablement la manière dont le calendrier se déploie sur l'année. Je veux dire par là, il y a des périodes très variées, euh, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, voilà, qui donnent à chaque mois, on pourrait dire, une couleur très différente. Non pas pour dire qu'il y a des moments où il ne se passe rien et des moments où il se passe... C'est pas ça. Mais je veux dire, tout le monde voit bien, quel que soit le poste, quelle que soit la fonction, quelle que soit l'année d'études, qu'il y a des périodes très différentes en termes de présence dans les murs, d'intensité du travail euh, des cours ou des examens. Voilà. Et ça a été assez sensible. C'est pas très important, hein, mais puisque la question c'est qu'est-ce que je retiens de cette première année, en fait, quand je me retourne sur l'année, je suis assez frappé par ça, cette grande variation dans la manière qu'a cette maison d'être habitée. Voilà. En travaillant toujours beaucoup, ça va de soi, mais avec des modalités différentes. Et puis il y a quelques étapes aussi qui ressortent. Qu'est-ce que je retiens de cette première année? Quels ont été les moments les plus marquants? Mais je crois que dans les grandes étapes, il y a probablement le forum qui a été un moment euh, euh, marquant pour moi. Je trouve que cette idée d'avoir un temps où tout le monde est invité, très simplement invité, voilà. Étudiants, enseignants, salariés, anciens, amis des facultés. Bon, ça c'était très heureux. Ceux qui sont là depuis très longtemps, c'est très commun pour eux, hein, mais Oui, bien moi sûr. le découvrant, j'en étais heureux. Et puis, je dois avouer que les périodes plus calmes, où on sent, où on sent en tout cas que le rythme des cours est brisé. Je dis plus calme, c'est pas très juste, parce qu'évidemment, si je dis que les périodes d'examen sont des périodes calmes, je pense que Oui, c'est je vais, vrai. je vais me faire alpaguer dans les couloirs. Mais les sessions, les périodes d'examen, ce sont aussi des moments où on sent que voilà, les relations sont différentes, les cartes sont un peu rebattues. Je veux pas en faire des tonnes, mais voilà, quand je regarde l'année, j'ai bien apprécié ces moments-là, les moments de grande fête et les moments où le rythme est un peu changé. Ce que vous venez de dire est assez intéressant parce que j'imagine bien que pour vous qui venez d'un établissement secondaire, ce rythme est très différent parce que dans un établissement secondaire, bien sûr, il y a des vacances scolaires, mais c'est plus ou moins toujours la même chose. Les élèves sont là, ils vont en classe, ils sortent, alors qu'ici, ça a été un rythme assez différent. Donc, quelque chose, comme vous l'avez souligné pour nous qui sommes ici depuis, qui peut-être paraît normal, pour vous, lors de votre première année, ça a peut-être été quelque chose de marquant. Je comparerais plutôt à ce que je connais de la vie universitaire dans les universités dans lesquelles j'ai été Mhm. ou auxquelles je suis encore associé, comme l'université de Bordeaux-Montaigne. Je trouve que il y ait tant de registres différents de vie académique dans l'institution, voilà, sans vouloir tirer de grandes conclusions, faire de grandes phrases et tout. Je trouve que même ça,
même cette manière d'avoir plusieurs leviers, plusieurs types de relations entre nous, plusieurs moments, voilà, même ça dit quelque chose de notre pédagogie. Donc je le comparerai moins à l'expérience que j'ai du secondaire, c'est vrai, parce que là c'est manifeste. Je le comparerai moins au secondaire qu'à la vie universitaire telle que je l'ai connue jusque-là. Voilà. Encore plus intéressant. Mais alors justement, euh, la question est peut-être un peu redondante, mais qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? Parce que tout à l'heure, je vous ai demandé ce qui vous a le plus marqué, et vous venez de nous parler de cela, de cette différence de rythme. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez peut-être plus apprécié? Ça pourrait être une rencontre, ou alors une réussite, un projet qui a peut-être, je ne le souhaite pas, mais disons échoué, ou alors réussi. Y a-t-il quelque chose qui vous a profondément Oui, oui. marqué? Non, c'est pas redondant avec la première question, je crois pas. Vous avez raison. Dans ce que j'ai le plus apprécié, euh, en tout cas, il y a plusieurs éléments qui ressortent, et, et- et des choses assez différentes en réalité. Il y a ce qui concerne la structure. Oui. Euh, Par exemple, dans la vie de la structure, moi j'ai particulièrement apprécié le séminaire de travail des enseignants, un week-end que les enseignants prennent ensemble. Absolument tout le monde est là, à quelques très rares exceptions près, et on travaille et on vit ensemble. Ça, si vous voulez, c'est quand même pas commun, quoi. Donc, par exemple, j'ai beaucoup apprécié ça. Euh, j'ai beaucoup apprécié, toujours dans le domaine un peu institutionnel, le fait de préparer la programmation grand public, qui a obligé à rencontrer les responsables de domaine, à parler des cours de l'an prochain, à se projeter. Et puis c'est un accélérateur de contact et de compréhension de la vie de la maison. Donc ça, ce sont vraiment des choses qui m'ont été très, très précieuses, qui m'ont permis de mieux comprendre ce qui se passait. Et puis, à titre plus personnel, si je regarde cette année, je me dis, bah, où est-ce que j'ai vraiment euh, aimé être aussi. Je dois reconnaître qu'il y a le cours que j'ai donné sur les conseils avisés d'Étienne Grieux. J'ai pris un cours seulement cette année d'introduction à la philosophie de l'éducation. J'ai beaucoup aimé être en cours. Voilà. Ne pas... Enfin, le rythme que ça suppose en termes de préparation, de suivi, etc. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, euh, il y a aussi les rencontres informelles qu'on a entre nous, et en particulier avec les étudiants. C'est pas si informel que ça, parce qu'il y a des lieux très formels pour ces rencontres informelles. C'est vrai. Hein, ce sont les machines à café. Mais c'est quand même, c'est quand même toujours un temps appréciable. Voilà, on a l'impression d'une grande gratuité, d'une grande liberté. On peut parler, on peut... Bon, c'est très commun peut-être, mais voilà, si on me demande ce que j'ai le plus apprécié dans cette année, il y a eu ça. Il y a eu aussi probablement euh, la période du début de l'année qui a été la période de découverte, un peu tous azimuts, de rencontre avec les autres institutions. Voilà, ça a été précieux, même si ça m'a tenu un peu éloigné des facultés pendant un temps. Je crois que ça, c'était bien pour la maison qu'il y ait cette période-là aussi. Voilà, pardon, ça fait beaucoup, mais Non, mais c'est dans ce très que j'ai bien. apprécié. Ça fait partie des choses que j'ai appréciées. Ah, ben, et c'est justement la question que je vous posais. Mais maintenant, j'aimerais arriver à une autre question, parce que je pense que chaque charge vient avec son lot de défis, hein. Celui qui est à l'accueil comme celui qui est au sommet de l'Institut. Et pour vous, une question qui peut paraître, j'ai envie de dire stupide, mais avez-vous rencontré des défis? J'espère que vous n'en avez pas rencontré, mais je pense qu'il serait plus réaliste de penser que, comme tout le monde, vous en avez voilà, rencontré. Alors, en avez-vous rencontré? De quelle nature ont-ils été? Et comme nous sommes dans une structure ignatienne, ces difficultés vous ont-elles permis, par exemple, de grandir, ou vous ont-elles permis d'apprendre quelque chose sur vous-même? En fait, il y en a eu beaucoup des défis cette année, euh, qui, quand je les regarde, je peux dire, ont été relevés avec plus ou moins de succès. Enfin, ça va de soi, ça c'est certain. Je crois le premier défi, ça a été de comprendre le fonctionnement. Voilà, de comprendre le fonctionnement, juste le fonctionnement de la structure. Voilà, de bien saisir la manière dont les discussions se font, les délibérations se font, les décisions se prennent. Voilà. Ça a été un grand défi, qui n'est pas fini d'ailleurs, hein.
Voilà. Le deuxième défi a probablement été, je ne sais pas comment on pourrait le dire, pédagogique. Voilà, pédagogique. Euh, Parce que on arrive ici en sachant bien qu'il y a une pédagogie particulière, Bien sûr. mais la nommer, la repérer, l'expliciter, s'en étonner, voilà, tout ça c'est un défi qui lui non plus n'est pas achevé, voilà, et qui reste à poursuivre. Ça, je crois que à ce poste-là, euh, dans l'année, ça a été les deux qui ressortent de la manière la plus frappante, voilà. Et puis il y a quelque chose de plus personnel. Oui. euh, c'est le défi de l'organisation du temps de travail. Voilà. C'est un peu classique, hein, Oui. mais comment ne pas se laisser écraser par une partie seulement de la tâche. Voilà. Et ça, enfin, écraser, remettons les choses à leur place. Comment ne pas laisser son temps être écrasé par une partie de, des tâches. Voilà. Il y a plusieurs tâches qui toutes doivent être honorées. Et donc je dis que c'est personnel et pas seulement institutionnel parce que sur le plan personnel aussi, je mesure bien que l'organisation du temps peut être plus fine. Par exemple, comment on préserve un temps personnel de lecture Mhm. ou un temps personnel d'écriture. Voilà. Eh ben, euh, quand dans votre question, il y a cette dimension-là, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même? Je crois que j'arrivais en pensant que j'étais plus capable de répartir, d'organiser le temps. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler parce on peut pas ne pas lire. Voilà, on peut pas ne pas lire, on peut pas on peut pas bien faire son travail sans avoir du temps pour lire ou pour écrire. Voilà. Mais j'y travaille. D'accord. Alors, vous avez parlé de découverte, évidemment, c'était votre première année, et qui s'achève. Une deuxième année arrivera. Vers où pensez-vous être en train d'aller? Quels sont, par exemple, vos projets? Avez-vous déjà une idée claire ou est-ce encore un peu flou? Parce que, bien sûr, on ne peut pas toujours voir très clair dans l'avenir. Mais quels sont un peu les grands axes d'orientation à très court terme? Et par très court terme, je veux dire l'année académique qui arrivera à partir de septembre prochain. Il y a un peu un lieu commun quand on arrive dans un endroit et dans une institution où les gens sont heureux d'être, qui tournent bien. Voilà. Il y a un peu un lieu commun, c'est on vous dit toujours la première année tu observes, la première année tu observes. Ce, ce à quoi je souscris pas tout à fait parce que ça a l'air de dire bon maintenant j'ai observé, ah, vous allez voir la deuxième. Pas du tout, pas du tout. Donc euh, je crois que Vous les continuerez priorités, d'observer alors. je continuerai d'observer et évidemment on n'attend pas la deuxième année pour tout à coup le 1er septembre opérer tout un tas de changements, de grandes révolutions. Enfin ce serait tout à Mhm. fait évidemment artificiel de présenter les choses comme ça. Non, je crois que cette année une partie du travail a été, quand je dis comprendre comment les choses fonctionnent, c'est qu'une partie du travail pour moi a été de comprendre dans quel mouvement de préparation de l'avenir, l'institution se trouve déjà engagée. Voilà, évidemment qu'il y a du travail prospectif qui est fait en permanence dans toutes les institutions. Donc une partie de mon travail, ça a été de m'insérer dans ce travail de réflexion prospective. Bon, bah, ce travail-là, il définit assez bien, d'ores et déjà, quelques grandes priorités. Il y a une sorte de devoir de mise en mouvement pour une institution. C'est vraiment très commun de le présenter comme ça. Mais il faut toujours préparer la suite. Alors en quoi ça va consister? Ben, il me semble que se précisent progressivement quelques axes qui sont d'une part ce qu'on pourrait appeler les évolutions institutionnelles. Voilà. Comment on peut continuer à penser la structure institutionnelle comme étant toujours en mouvement, toujours en train de s'adapter au monde, à la réalité des étudiants, du corps des enseignants, etc., des attentes de la Compagnie de Jésus. Voilà, comment on peut imaginer cette institution toujours en train d'évoluer. C'est pas une réflexion qui m'a attendu, bien sûr. Hein, tout le monde voit bien les évolutions qu'il y a déjà eu. Et c'est juste, ça fait partie des défis. Il y a une deuxième priorité, à mon avis, à côté de ce travail, on pourrait dire, sur la structure institutionnelle, c'est
c'est la dimension pédagogique. Mhm. Voilà. Et avec deux grands pans. Comment on fait évoluer l'offre de formation, mais ça c'est toujours en question. Bien sûr. Et puis comment on explicite la proposition pédagogique, comment on travaille dessus ensemble, euh, comment on clarifie, est-ce qu'on est tout à fait d'accord quand on emploie, entre nous, quand on emploie tel ou tel terme, qui est pourtant caractéristique de notre manière de faire dans cette maison. Voilà, donc une priorité un peu institutionnelle, une priorité qui relève davantage du pédagogique, de l'offre de la formation, mais aussi de l'explicitation pédagogique. Et puis, il y a probablement aussi quelque chose à travailler du côté de la recherche. C'est déjà en mouvement, bien sûr, mais il y a une qualité très reconnue de la recherche ici. Bien Voilà. sûr, Comment on se structure pour valoriser cette recherche, pour la rendre visible, pour soutenir l'effort d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Voilà. À mon avis, là, on a trois champs de travail un peu prioritaires pour les années à venir, qui ne sont pas de grandes découvertes que Louis Lourme, recteur, aurait pas du tout, hein, pas du tout. Mais enfin, c'est ça qui se dessine quand même comme piste pour nous, pour la suite. Voilà. D'accord. Alors, pour clôturer le podcast, je vais m'hasarder à poser une question que je vous avais déjà posée lors de votre premier entretien ici. Vous veniez à l'époque d'arriver, je vous avais demandé euh, comment se déroule en fait la journée d'un recteur et vous m'aviez répondu que comme vous veniez d'arriver, vous ne pouviez pas encore répondre concrètement à cette question. Mais après une année maintenant, une année écoulée, comment se déroule en fait la journée du recteur? Quand vous rentrez chez vous, êtes-vous mais crevé si on peut poser la question? Comment ça se passe? Quel est votre rôle? Parce que je veux dire, nous savons qu'il y a une secrétaire générale et il y a un recteur qui est le grand patron, si on peut le dire ainsi. Ah, il y a beaucoup de questions dans votre question. Bien sûr. Alors, il se trouve que quand je rentre le soir chez moi, oui, je suis fatigué. À quoi ressemble une journée de recteur? Euh, En fait, les différentes réunions qui structurent, les différents moments qui structurent la semaine, une semaine de travail, disent assez ce que c'est que le poste, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui relève de l'ordinaire de la vie d'une institution, les mails, les urgences à gérer, voilà, qui comptent, les demandes qui viennent au fil de l'eau, qui comptent et qui contribuent à, je sais pas, d'une part à donner du corps, du contenu aux journées, mais qui dit aussi beaucoup de la fonction, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas caché dans un bureau porte fermée. Il faut quand même que l'opportunité d'être à l'écoute des choses de la vie de tous les jours, des problèmes communs soit maintenue. À côté de cette donc ordinaire des mails et des urgences, ce que j'observe, c'est qu'il y a différents types de temps. Et voilà, il y a des récurrences institutionnelles Mhm. qui comptent beaucoup pour réfléchir collégialement au cap qu'on donne à la structure, pour délibérer ensemble à propos de questions qui nous arrivent, de demandes qui nous arrivent, de demandes de partenariat, par exemple. Voilà, ça c'est. Donc il y a une forme de récurrence institutionnelle. Il y a des réunions d'opportunité un peu sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel problème. Voilà. C'est-à-dire la manière dont on voit les projets émerger, être portés, et la fonction du conseil de direction avec le recteur, c'est d'encourager quoi, cette vie de projet. Voilà. Donc il y a ça se traduit par tout un tas de réunions d'opportunités, on pourrait dire. Je ne prends pas à la légère la partie du travail personnel que j'ai évoqué tout à l'heure. Bien Voilà. sûr, oui. Qui compte. Ça peut sembler un peu étonnant de dire que pour pouvoir diriger convenablement une institution, il faut avoir le temps de lire Corneille. Mais quand même, voilà, les moments où on n'a plus le temps du tout, peut-être que c'est un critère auquel j'accorde trop d'importance, mais voilà, C'est en tout cas, important. c'est un signal pour moi quand je vois que j'ai plus ce temps-là. Et puis après, il y a la préparation des dossiers au long cours. Parce que dans la manière dont est structurée la maison, c'est très clair et c'est très pérenne. Enfin, je ne sais pas comment dire, c'est facteur de solidité
pour la structure, d'avoir comme ça une organisation avec un conseil académique, avec une secrétaire générale, avec un conseil de direction, des doyens, des responsables de cycle, le recteur, etc. Bon, ça dit aussi qu'il y a des types de dossiers. Et ça laisse quand même le temps pour préparer des dossiers au long cours. Voilà. Donc, une journée de recteur, elle ne ressemble pas vraiment à la veille, et on sait à l'avance qu'elle ne ressemblera pas à celle du lendemain, mais dans la semaine, il y a quand même comme ça quelques blocs, des rendez-vous institutionnels, des réunions d'opportunités, une part laissée au traitement très ordinaire des urgences et des mails, un temps on pourrait dire, de travail personnel, et un temps de préparation des dossiers plus lourds. À ça s'ajoute, au fil de l'eau, c'est pas propre au travail du recteur, parce que notre secrétaire général, nos doyens, notre vice-recteur vit évidemment tout à fait cela de la même façon, mais à cela s'ajoutent les rencontres à l'extérieur. Voilà, la manière dont l'institution rencontre d'autres institutions, et pas seulement les autres œuvres de la Compagnie de Jésus. Ça compte, bien évidemment. Et voilà. Donc il y a aussi un travail de représentation, le mot est peut-être mal choisi, mais en tout cas de présence avec des structures extérieures, des institutions extérieures avec lesquelles on est appelé à travailler. Voilà. D'accord. Alors, je peux dire que cette tâche de recteur n'est pas non plus quelque chose qui ferait nécessairement rêver. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont des ambitions ici de devenir un jour recteur, en écoutant ce podcast, je pense que ces personnes seront probablement moins motivées. Alors là, je veux pas laisser le podcast se terminer sur cette remarque. Je ne sais pas comment je dois la prendre. C'est une mission de service qui est très noble, qui est très stimulante, parce que on voit des personnes très différentes, qui se font d'ailleurs une représentation très différente des facultés Loyola. Donc vis-à-vis de qui on a aussi à incarner une forme de cohérence, j'espère en tout cas. Donc à l'inverse, je redis bien à chacun je ne sais pas comment le dire, je veux pas. La joie mais la joie, puis la beauté de cette mission, bien sûr, c'est très stimulant, et ça l'est absolument tous les jours, puisque les jours se ressemblent assez peu. Voilà. D'accord. Merci infiniment, Louis Lourme, d'avoir accepté de nouveau de vous prêter à ce jeu, à cet entretien avec nous. Et comme nous l'avions fait au début de cette année, vous aviez ouvert le podcast, il serait de nouveau encore plus logique que vous clôturiez cette saison. Alors, je vous laisse la parole pour le faire. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci pour ces invitations. Et plus largement, j'ai peur que ça soit pris pour une sorte de politesse un peu rhétorique, mais merci pour ce podcast. Voilà, parce que il est quand même un très bon levier pour dire un peu ce qui se vit ici. Un peu, bien sûr. Ça ne remplace pas les cours, mais quand même, on voit bien la manière dont il est écouté, la manière dont les différentes émissions sont relayées, diffusées sur les réseaux, etc., les retours qu'on en a. Voilà, ça invite quand même à dire merci beaucoup pour le travail très, très solide, semaine après semaine, de programmation, d'enregistrement, etc., qui est fait par vos soins. Donc merci beaucoup, et puis je crois qu'on peut dire très bonne fin d'année à tout le monde, et à l'année prochaine avec grand plaisir. À l'année prochaine. Merci à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je vous donne rendez-vous cette fois-ci, non pas dans 2 semaines, mais au mois d'octobre prochain. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Portez-vous bien, à très bientôt. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.